messieurs, bonjour, bon réveil, bon matin. Nous sommes le mercredi 18 mai 2016 et il est exactement 6h30 dans nos studios, mais aussi à la Médina, à Dieuppeul, Derklé. Bref, dans tous les quartiers de Dakar. On en profite d'ailleurs pour souhaiter à nos concitoyens un excellent réveil, la plus douce, la plus douce qui soit, en parlant de, je sais pas moi, comment on pourrait dire, comment on pourrait accorder un réveil du bon pied. Voilà, ce réveil du bon pied, donc le plus doux qui soit, le réveil le plus doux qui soit, c'est tout le mal qu'on vous souhaite ce matin. Alors ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Bokar Ka. Il est donc le chef de l'unité opérationnelle du recensement général des entreprises, pas de la population. Monsieur Ka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors ce matin, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler du recensement général de la population, mais le recensement général des entreprises, qu'en est-il exactement? Pourquoi cet intérêt? On remercie d'abord de nous avoir invités sur votre plateau. Le recensement général des entreprises, vous dites que c'est la première opération du genre au Sénégal depuis notre indépendance, alors que pour le recensement général de la population, on a pratiquement fait 4 opérations en 1976, 88, 2002 et plus récemment en 2013. Le problème, c'est que on connaît... 30 secondes, hein, juste une mise en bouche. Oui, c'est ça. Oui. On connaît la population, mais la dynamique des entreprises, on ne connaît pas. Au Sénégal, on ne connaît pas. Il y a combien d'entreprises au Sénégal, et comment elles sont réparties, et dans quel secteur elles évoluent. Je pense que l'idée fondamentale, c'est un peu ça, en plus un peu de l'objectif de changement de l'année de base du Sénégal, parce qu'actuellement, notre économie est calculée sur la base de la structure de 1999. Ça fait pratiquement 17 ans. 17 ans, presque une vingtaine d'années. Ouais. Donc autant dire que c'est extrêmement important d'évaluer le niveau des entreprises, de dresser leur profil, mais aussi de disposer d'informations sur ces entreprises-là. Merci beaucoup, Monsieur Bokar Ka, chef de l'unité opérationnelle du recensement général des entreprises. À 7 h, vous serez introduit par Aline Badara Kane dans la chronique invitée. Aline Badara, que voici, bonjour. Bonjour, Nafisa. Alors tout à l'heure, en taquinant l'invité, donc tu lui as parlé de Kane, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit Bokar Kane et pas Bokar Kane. Donc à tout à l'heure dans la chronique invitée. Ce matin aussi, on est le mercredi et tous les mercredis, on a le plaisir de recevoir notre consultant en santé, Binta Bokoum, qui nous parle ce matin de fistule obstétricale, autant dire une question essentielle qui intéresse beaucoup de femmes. Bonjour Binta. Bonjour Nafisa. Donc ce matin, tout sur les fistules obstétricales et surtout la prévention, comment les prévenir? Oui, et on va en parler avec des spécialistes qui sont les urologues qui sont chargés de réparer les fistules. Absolument. Et aussi, comme faire du sport, c'est bon pour la santé, ça peut éviter en tout cas beaucoup de maladies, mais aussi beaucoup de pathologies. On a le plaisir tous les mercredis de recevoir notre consultant en sport, en gymnastique, coach Tandara, bonjour. Bonjour, bonjour Nafi. Ce matin, abdogainage. Voilà, abdogainage, c'est surtout pour les femmes. Hein. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de véritable force ni santé sans une bonne sangle abdominale. Absolument. Et surtout, moi, je voulais vous entendre dire sans une bonne santé des femmes aussi. Parce que quand les femmes sont en bonne santé, c'est la société qui est en bonne santé. Merci beaucoup, coach. Ce sera la première chronique de ce matin. Dans la deuxième partie, Nafis Sayer, qui est une véritable fée. Quotidiennement, c'est une fée. Et bien, ce matin aussi, nous parle d'autres fées à travers la danse. Leur association s'appelle Danse Fée. Et donc, leur objectif, entre autres, c'est de permettre aux femmes danseuses de s'unir, de se regrouper pour davantage aider à certaines sensibilisations. On découvrira tout ça dans la première partie. Nous n'en sommes pas encore là. Installez-vous confortablement. D'ailleurs, je parlais de Nafis Sayer. Elle nous présente la chronique horoscope. C'est parti. Vous tournerez une page dans vos rapports avec la balance. Après maintes déceptions, vous déciderez de ne plus vous accrocher et de passer à autre chose. Taureau, vous n'aurez pas envie de faire d'efforts avec le Scorpion. Vous ne souhaiterez qu'une seule chose, qu'il vous laisse en paix. Gémeaux, le Poisson pourrait bien vous voler la vedette. Vous en perdrez le sens de la répartie. Allez, soyez bon joueur. Cancer, avec le Bélier, le torchon brûle. N'importe quel sujet devient un prétexte pour une dispute. Évitez de dire des choses blessantes. Lion, vous commencerez à trouver vos responsabilités envers la Vierge beaucoup trop pesantes. Vous déciderez de mettre les choses au point afin de vous libérer. Vierge, quelques remous gâcheront l'entente entre vous et le Scorpion. Vous devrez affronter les problèmes car
car faire l'autruche ne ferait que les aggraver. Balance. Ce sera à votre tour de bouder ce scorpion qui ne jure que par les bienfaits d'être seul. Il prône la solitude, eh bien, il va être servi. Scorpion, l'incompréhension sera totale entre vous et le concert. Impossible de vous entendre. Vous aurez l'impression de parler une langue étrangère. Sagittaire, un natif de la Vierge aura tendance à critiquer votre façon de gérer votre quotidien, votre famille, l'éducation de vos enfants. Bref, il vous empoisonnera la vie. Capricorne, le bélier tiendra des propos que vous aurez du mal à croire. Vous vous demanderez s'il n'est pas tombé sur la tête. Vous prendrez du recul. Verseau, un poisson viendra jouer les troubles fêtes en se mêlant de ceux qui ne le regardent pas et en semant la zizanie dans votre vie privée. Recadrez-le. Poisson, un climat de tension planera entre vous et le taureau. N'y accordez pas d'importance, les choses finiront par rentrer dans l'ordre. C'est tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Très belle journée à toi, Nafissa Ayer. On souhaite aussi une excellente journée à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RTS1 et dans Kenkeliba. C'est parti pour le flash. René est déjà là. René, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bien réveillé? Bien, on est d'une forme azurienne ce matin. Pour ne pas reprendre tes couleurs du jour, le bleu. Tu es poète. Est-ce que tu peux rapidement me dire un poète comme ça que tu as dans la tête? Ne cite pas Léopold Sédar Senghor. Arthur Rimbaud. Ben voilà, Arthur Rimbaud. On l'appelait comment? L'enfant aux semelles de vent. Parfait, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité ce matin. Ce conseil interministériel sur la campagne agricole 2016-2017. De nouvelles stratégies sont mises en place pour augmenter les performances notées l'année dernière. Pour l'arachide, par exemple, la Vlière a produit à elle seule plus d'1 million de tonnes. Détails et explications tout à l'heure. Dans l'actualité, également l'ouverture hier de la journée de réflexion des diffuseurs réunis au sein de l'UAR. Le chef de l'État a partagé les préoccupations des radios et télévisions africaines. Eh bien, elle se dit souvent victime de surenchères lors des grands événements sportifs en Afrique. Le Premier ministre, vous l'entendrez, a réaffirmé l'engagement du Sénégal à soutenir toute initiative pour une baisse des montants. Ce matin, nous vous proposons le premier jet de notre série de reportages sur la commune de Grand-Yoff. On s'intéresse aujourd'hui au CMHLM Grand-Yoff. L'établissement a en effet obtenu les meilleurs résultats au BFM dans le périmètre de l'inspection de l'éducation et de la formation des parcelles assainies. La commune de Grand-Yoff est bien, c'est 31 écoles publiques et 148 privées. On verra tout cela bien sûr avec Seydina Lunfal. Voilà pour le menu de ce mercredi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous, le développement de tout cela, ce sera dans quelques minutes. À tout à l'heure. Très exactement à 7h20 et d'ici là, je te souhaite de passer d'agréables moments dans ton bureau, notamment avec une bonne tasse de Kenkeliba. Allez, c'est parti, on va parler de gym dans ce magazine. Gymnastique, mais plutôt on va faire la revue des titres, je suis vraiment désolée. C'est René qui me déconcentre ce matin avec son sourire. Allez, donc c'est parti pour la revue des titres. On parle d'abord du soleil avec ces informations, 32 milliards de francs CFA pour financer la campagne agricole. 20 000 unités attelées et 2 000 tracteurs seront distribués. Et puis 75 000 tonnes de semences aux agriculteurs. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. On parle toujours d'unités attelées. C'est vrai que le défi aujourd'hui du Sénégal aussi, c'est d'assister à la mécanisation de l'agriculture en 30 secondes. En 30 secondes, la mécanisation de l'agriculture est incontournable quand on veut développer réellement son agriculture. On sait qu'en Afrique, le paysan est malheureusement bien souvent laissé à lui-même. Il dépend des aléas climatiques. Or, avec l'avancée technologique, en tout cas, on peut améliorer son sort et voilà, augmenter la productivité au grand bonheur du pays. Je pense que l'État est quand même dans cette dynamique avec le plan Sénégal émergent qui accorde une place de choix à ce secteur clé qu'est l'agriculture. Tu as remporté la palme. Tu as fait 30 secondes
monde. Toujours à la une du Soleil, Assemblée annuelle de la BID, PSE et ODD, une symbiose réussie selon Amadouba qui s'exprime dans les colonnes du Soleil. Et puis droit de retransmission télé, le Premier ministre pour des solutions pérennes. C'est vrai que l'UAR a démarré des travaux ici même dans notre capitale. On poursuit cette revue des titres avec Le Quotidien. Nomination du Conseil supérieur de la magistrature. Macky crée un nouveau parquet spécial, nous renseignent nos confrères, le duo Abdoulaye Diagne et Aliou Diop en scène. L'Observateur revient sur une autre affaire, abrogation du décret relatif à la surtaxe sur les appels entrants. L'État grugé de 240 milliards de francs CFA, renseigne nos confrères. Comment Macky a été abusé, le ministre Yahya Abdul Khan annonce un audit et puis verra une volte-face du gouvernement. Et puis on le disait déjà à la une du Soleil, mouvement à la magistrature, toilettage à la CREI. Voilà. Et puis cette information, c'est vrai que bon, ça n'intéresse pas le recensement général de la population, mais c'est tout comme abus sexuels au Sénégal entre janvier et mai 2016, 759 personnes en prison pour viol et pédophilie, 51 étrangers incarcérés en 2016. Grand Place, essor des télécommunications et de l'agriculture, la preuve chiffrée. Donc avec la photo du DG de la RTP, le DG de la RTP Abdul Karim Sall rassure les Sénégalais sur la 4G, un centre de supervision pour fiabiliser les données et puis des universités et des lycées d'Ara seront à l'ère du numérique. Voilà des infos à lire à la une de Grand Place. Et puis cette photo aussi du Premier ministre, toujours à la une du Grand Place, les performances agricoles confirmées par les producteurs, toutes les dettes épongées. Voilà des informations que nous livrent nos confrères de Grand Place. On aborde maintenant, on va voir ce que nous disent nos quotidiens spécialisés sport. On commence par Stade Europa League, finale à 18h45. Liverpool va-t-il détrôner Séville? Aline Badara Kane peut-être à la réponse, on ne sait pas. Coupe du Sénégal, 8e de finale. Medina FC définir Italie. Et puis Burundi-Sénégal du 4 juin. Liste des Lions ce mercredi. Est-ce qu'il y aura des surprises rapidement sur la liste des Lions? Oui. Je ne pense pas. Je pense pas. Il va garder son ossature. Son ossature. On verra tout ça ce soir. Et puis Mohamed Ali, directeur technique de Wallo, à la une de Sunulam. Lac 2 doit attaquer Yekini. Voilà, c'était tout pour cette revue des titres. Merci de l'avoir suivi. On poursuit avec la chronique Gym. La chronique Gym, j'appelle à me rejoindre sur ce plateau coach Tandara. Ce matin, on va parler d'abdos-gainage, idéal pour un ventre plat. Alors moi, je ne sais pas si j'ai un ventre plat, mais bon, j'essaie de l'avoir tous les jours. C'est vrai que c'est pas évident pour une femme de garder un ventre plat tous les jours. Bonjour coach, bonjour. Bonjour Nafi. Comment ça va? Rassurez-vous, puisque vous avez là une taille de guêpe. C'est vrai? Oui. Bon, vous me le dites souvent, mais bon, après, je ne sais pas si c'est juste pour me flatter ou c'est vrai, j'ai une taille de guêpe. Non, pas vous flatter, c'est vraiment la taille de guêpe. Merci. Quand on va Nafi, c'est vrai qu'elle a également taille de basketteuse. Bon, alors c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais c'est ça. Merci beaucoup. Alors, merci coach. Alors ce matin, donc, tu nous parles de l'abdos-gainage, mais chez les femmes, surtout. Oui, et uniquement les femmes. Bon, oui. C'est vrai, je disais tout à l'heure que la clé de voûte de l'architecture corporelle, c'est surtout les abdominaux. Alors là, je vais faire clin d'œil à Cristiano Ronaldo et Aline Badara Kane ne va pas nous démentir, puisque Cristiano, quand on voit ses abdos, alors là, c'est impressionnant. Hein. On appelle ça barre de chocolat, c'est ça? Alors, exactement. Toutes les femmes aiment des barres de chocolat. Voilà, vous avez lâché le mot. Alors donc aujourd'hui c'est l'apno-fitness. Vous savez, l'apno-fitness, c'est donc un exercice exclusivement réservé aujourd'hui aux femmes, honneur à elles. Et nous sommes justement au niveau de Dakar Sacré-Cœur. Oui. Et le maître des lieux, il s'appelle Sergent Béton. Alors, il est béton. Oui, voilà, Sergent Béton, très béton. Alors tout de suite, explication et action. Ici, notre programme, c'est d'avoir un ventre plat. C'est notre objectif. Donc, moom la ñuy faral di liggéey comme ni nga waxee ñun lu ñuy liggéey ak yeneen saal yi bokkul ñun dañu am suñu méthode entraînement bi nga xamante ne lu ñuy def ni gainage la tudd et boo ko defee pendant 1 mois sa biir nu mu munti toll tu vas avoir un ventre plat. Donc dañ leen di suivre après di ngeen si gën a am lu leen leer.
Tell me what a bar at. About to buy the whole club with my credit card at. Money flying in the air. Look at what I started. Ass is clapping up in here. Damn, it's like an audience. And she bringing out her friends. I be your seesaw. She about to act an ass. Hee-haw. Got a stupid monkey fatter than King Kong. It's like a pistol on you. Take it all out. Ha. You gon' need an ambulance after you get done with this hammer in my pants. Make it stand up. Watch it dance. All mouth, no hands. I tried to tell you niggas, I'm the greatest. You bitch made haters. Shoes crocodile, fuck gators. Ain't no need to talk, nigga pay us. I'm about to go. Loco, a nigga just crazy. Donc entre-temps, on a eu le temps de prendre un peu de King Kiliba, mais c'est vrai que c'est extrêmement important, mais surtout il y a de l'ambiance et aussi en même temps il y a donc certaines valeurs sportives qu'on inculte à ces femmes à qui voilà donc on veut faire recouvrer un ventre plat. Tout à fait, le ventre plat justement c'est le maître mot là-bas. Alors il faut dire que parmi ces dames il y a des asthmatiques, vous avez également des gens qui ont des lordoses, mais aussi d'autres affections comme des arthroses, mais également d'autres qui ne souffrent d'aucune affection médicale. Alors donc là c'est donc tout le groupe qui travaille avec le sergent Béton et là ça fait vraiment du bien puisque arrivé chez elles, ils vont s'expliquer tout à l'heure, nous allons les écouter, mais l'important c'est surtout de faire ces mouvements. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile, il faut donc s'habituer à cela, mais je pense qu'avec le sergent Béton, nous allons y revenir. Alors tout de suite, réaction. Séance abdominale, comment ça s'est passé? Vous n'avez pas senti de fatigue? Est-ce que ça peut continuer? Ben oui, ça peut continuer, ça va, mais c'était un peu trop dur quand même. Mais ça va, le sport, ça va. Même pas pour le poids, mais c'est bon pour la santé, quoi. Voilà. Je dirais que nous sommes à l'aise parce qu'on est habitué à faire les exercices s'asseoir. Nous faisons ça et c'est très bon pour la santé. C'est une habitude, hein. Je suis là depuis 2 mois. C'est que du bien. Hein. On l'a vu, beaucoup d'ambiance, mais aussi surtout des femmes qui veulent des résultats. Et tout à l'heure aussi, on a une question là sur Internet d'une femme qui vient juste d'accoucher, qui demandait voilà, comment on pourrait donc faire aussi pour rapidement qu'elle puisse retrouver un ventre plat. Est-ce que l'abdogainage est une solution? Oui, bien sûr, c'est une solution. Et d'ailleurs, je crois que les femmes enceintes jusqu'au 7e ou 8e mois, on peut faire justement ces abdos, ces abdogainages. Oui. Sans problème? Sans aucun problème. Sans pour autant que le fœtus ne crie ou n'ait mal? Vous savez, les muscles qui sont concernés, par exemple, si vous prenez le périnée, qui est justement un muscle qu'il faudrait surtout ménager avant l'accouchement. Alors vous avez aussi la symphyse pubienne, c'est donc qui fait partie des amphiarthroses. C'est donc une amphiarthrose qui, en tout cas, ne joue que c'est ce qu'on peut dire justement, c'est une articulation immobile. Alors une articulation immobile, mais qui ne joue que pendant l'accouchement. Voyez-vous. Et c'est comme les sutures du crâne, par exemple. Mais là, avec cette articulation immobile qui donc est cette amphiarthrose, il faut la préparer et donc ça va faciliter les poussées pendant l'accouchement. Et donc voilà pourquoi on demande à ces dames de faire justement ces abdos, que ce soit rando ou abdos, c'est la même chose, il faut le faire et ça va permettre en tout cas d'avoir une facilité pendant l'accouchement. Autant dire que c'est extrêmement important. Ah oui, c'est important. Même, je peux vous dire, bon, Binta peut-être ne va pas nous démentir, mais à 8 mois, aux environs de 9 mois de la grossesse, on peut faire justement ces exercices. Alors moi, je vois plutôt beaucoup de femmes enceintes qui, jusqu'à terme, bon, voilà, s'installent dans un certain confort, ne sortent même pas pour aller se promener le soir, etc. Binta, est-ce que tu confirmes ce que vient de dire coach? Oui, mais on leur conseille aussi de faire de l'exercice. D'accord. Ça leur permet d'avoir cette souplesse-là dont on a besoin à l'accouchement, mais aussi de préparer leur utérus à bien se contracter, délaisser pour pouvoir permettre à l'enfant
de sortir. Ça serait bien. L'exercice aussi, c'est conseillé aux femmes enceintes. D'accord. Cela dépend parfois des femmes enceintes et de leur pathologie pendant la grossesse. Ça veut dire si elles sont en bonne santé. En général, d'ailleurs, une femme enceinte, elle est en bonne santé. Ça, c'est le principe. Parce que quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut même pas tomber enceinte. Donc, je veux dire, donc une femme enceinte, par principe, est en bonne santé. Donc, maintenant aussi, coach, ça serait bien un jour de nous faire une chronique gym avec des femmes enceintes pour voir comment ça se passe. Alors, on va y venir, ça c'est clair. Mais je peux ajouter une chose, Nafi, c'est simplement s'il y a un moment où il faut vraiment écouter son corps, c'est pendant la grossesse. Alors pendant la grossesse, c'est simplement, puisque le corps vous demande souvent une chose, si le corps vous demande de lever le pied, mais il faut lever ce pied-là. Et si vous avez la pêche, il faut bouger. Et donc ça, c'est extrêmement important pour la suite des choses. Ça, c'est surtout pour préparer l'accouchement. Donc un accouchement facile. Je crois que j'ai parlé tout à l'heure de la symphyse pubienne, cette articulation semi-mobile, et donc qui joue un rôle extrêmement important pendant l'accouchement, puisque dans la vie d'une femme, c'est vrai que c'est une articulation qui bouge que pendant l'accouchement. Voilà. Merci beaucoup, coach. On l'aura vu de l'abdogainage à la grossesse. Bon, voilà, il n'y a qu'un pas. Et puis quand on parle aussi de grossesse, attention aux risques. Et la transition est toute trouvée pour parler de fistule obstétricale. C'est tout de suite avec Binta. Binta qui va me rejoindre sur ce plateau pour parler donc de cette pathologie qui peut succéder à une grossesse non seulement difficile, mais aussi à un accouchement difficile. Comment faire pour éviter tout cela? Comment faire aussi pour qu'une fois que les fistules sont installées, comment faire pour certainement les soigner? Ce matin, on va d'abord parler de la prévention. Binta, bonjour. Bonjour Nafissatou et bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, on est venu avec les fistules obstétricales et on est allé à l'hôpital général de Grand Yoff où exercent des urologues. Et l'hôpital général également de Grand Yoff est connu pour la réparation des fistules. Et d'ailleurs, pendant ce mois de mai, parce que c'est le 23 qu'on célèbre la journée de l'élimination des fistules obstétricales, l'hôpital général de Grand Yoff organise déjà aujourd'hui des portes ouvertes pour parler de la fistule toute la journée, mais aussi prévoir dans son programme de parler de la fistule le 23 aussi. Et pendant cette période-là, il y a l'opération, la réparation des fistuleuses. Donc les fistules obstétricales, on est allé en parler au docteur Medina Ndoye, qui est urologue à l'hôpital général de Grand Yoff, qui nous dit que pour elle, la fistule, c'est une injustice. Parce que ça découle d'un accouchement, c'est des suites d'un accouchement qu'une femme a la fistule. Elle revient pour dire également que l'entourage doit beaucoup jouer dans la gestion des fistules, mais aussi dans l'accompagnement psychosocial de la femme qui a parce que c'est délicat après. Oui, c'est très délicat, on les délaisse, un peu honteux aussi, je veux dire. Et elle-même, en tant que femme qui n'a plus toute sa féminité, elle a des problèmes pour être dans la société, pour être dans sa famille, pour être vraiment avec ses pairs. Et cela, on va écouter le docteur Medina Ndoye qui parle, qui donne un cri de cœur. C'est pareil. Est une maladie, je dirais même un handicap que l'on acquiert à l'accouchement. C'est donc une conséquence d'un accouchement compliqué qui se manifeste en général par une perte continue et permanente des urines chez la femme. Ceci est lié au fait que la vessie, qui est censée contenir les urines, se perfore pendant l'accouchement. Des accouchements qui se passent dans des milieux défavorisés, ou bien dans des milieux où il n'y a pas l'assistance médicale qu'il faut. Aucune prise en charge médicale ou autre ne peut guérir la fistule si ce n'est la chirurgie. Donc ça, c'est un élément important à souligner. Et que les femmes sachent que ce n'est pas une fatalité. C'est une maladie qui se traite et qui se guérit. Donc en parlant de la prise en charge, une fois qu'on aura réalisé cette intégrité physique, en réparant l'organe qui est détruit, il faudrait rendre à la femme son intégrité sociale. Parce que c'est une maladie qui non seulement crée un handicap physique, mais aussi crée un handicap social.
Donc on l'a vu, c'est extrêmement difficile en fait déjà de vivre avec la fistule obstétricale parce qu'on l'a vu et aussi peut-être on n'a pas tout dit dans cet extrait, la femme aussi perd des os. La femme perd ses urines, la femme perd ses selles, la femme pendant ses règles, rien n'est retenu. Et c'est pour ça qu'on a également tendu notre micro au docteur Issa Labo, qui est urologue aussi, qui revient sur les différents types de fistules qui existent. Parce qu'il n'y a pas seulement que perdre des urines, c'est-à-dire ne plus savoir retenir ses urines, donc en perdre toujours. Incontinence urinaire, c'est mouillé, perdre tout. Mais aussi, il y a d'autres types de fistules, en dehors de ces mêmes fistules obstétricales. Mais on va écouter le docteur Labo qui nous parle des fistules obstétricales. Longtemps, on a vu des fistuleuses vraiment traîner avec leurs fistules, être répudiées par leur mari, vivre en zone méconnue et mourir dans la misère. En fait, le fait de célébrer la fistule pour moi permet de remettre la dignité à la femme. Et donc c'est pourquoi je me réjouis de cette journée. Il est dénoté que sur 1000 femmes qui accouchent, nous avons 30 femmes qui ont des complications. Et parmi ces complications, on note la fistule qui perdure encore. Et tout simplement, je rappellerai tout simplement que la fistule est une complication liée à un accouchement long. Et ça sévit dans les zones les plus périphériques où les femmes n'ont pas souvent accès à des soins de qualité par du personnel qualifié. Il s'y ajoute que nous avons les us et coutumes, dans la mesure où il y a les mariages précoces qui exposent ces jeunes adolescents immatures à des complications de l'accouchement, notamment de l'expulsion du fœtus. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'excision dans certaines zones. Il s'y ajoute que c'est des femmes non alphabétisées et qui en fait n'ont aucun pouvoir de décision. Le pouvoir de décision, c'est l'homme, c'est la belle-mère, c'est la belle-famille. Et donc, ce qui explique les retards qui, en fait, concourent à ces fistules. Alors, c'est vrai que c'était le dernier extrait parce que c'était une suite logique. Et là, le docteur Mariam Fall, qui est sage-femme, revient sur les facteurs qui favorisent, justement, ou pouvant favoriser la fistule obstétricale. Oui, et ça, c'est dans la société aussi. Ce que les gens pensent de la fistule, surtout en termes d'accouchement. Parce que la fistule, c'est une conséquence d'un accouchement qui s'est mal passé. Et au Sénégal, dans nos familles, on dit qu'une femme qui accouche doit être brave. Pour montrer sa bravoure, elle doit savoir contenir sa douleur. Être stoïque face à la douleur. Être stoïque face à la douleur. Et parfois, on retient les dames à la maison jusqu'à ce que le travail dure longtemps. Un travail qui dure plus de 24 heures, ça commence à poser problème. Et parfois, les femmes qui ont ce travail-là, qui ont ce travail sur un long, dur, sont à des kilomètres avant la structure sanitaire. Donc, le temps de prendre la décision d'amener la femme à la structure sanitaire, parfois le mari n'est pas là, parfois la belle-mère s'oppose à ce que la femme y aille tout de suite, parce qu'elle ne voulant pas passer trop de temps. En ce moment-là, les dégâts sont en train d'être faits. C'est pourquoi on préconise la consultation prénatale régulière. Toute femme enceinte doit bénéficier d'au moins de 4 consultations prénatales. La consultation prénatale permet à la personne qui suit la grossesse, soit un infirmier diplômé d'État, comme ça se fait dans les postes de santé, ou une sage-femme, parce que aussi dans les postes de santé, il y a des sages-femmes, mais un personnel qualifié qui fait le suivi de la grossesse, verra pendant le suivi, est-ce que cette femme-là ne va pas avoir de problème au cours de son accouchement. En parlera à la femme, demandera à la femme d'en parler à sa famille et parfois même fera convoquer le mari ou la belle-mère qui prend la décision d'amener la femme à la structure de santé pour l'accouchement, pour sensibiliser. Tirer sur la sonnette d'alarme, leur dire, cette femme-là, elle ne peut pas accoucher à tel endroit, ici on ne peut pas la prendre en charge, il faut l'amener dans une structure où elle pourra accoucher sans problème. Ou, dès qu'elle a des contractions, faites-la venir avant que cela ne dure, pour que l'on puisse comprendre est-ce qu'elle est en mesure d'accoucher ici ou est-ce qu'il va falloir la transférer dans une autre structure compétente pour que l'accouchement puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Mais ça, on ne l'a pas toujours. Il y a un autre aspect, c'est les mariages précoces. On donne en mariage les filles avant 16 ans. Assez étroites. À 16 ans, à 18 ans. Même quand le physique de la femme
et imposant. Il y a les cellules, comme disait Tandakha tout de suite, tout ce qui doit concourir à un bon accouchement, c'est-à-dire les organes de la femme ne sont pas matures, n'ont pas la maturité de pouvoir faire sortir un enfant, que l'enfant passe par la voie normale pour que l'accouchement puisse se faire normalement. Et cela, il faut des décisions à prendre. Et la personne qui prend la décision n'est pas toujours sur place ou prend du retard dans la prise de décision. Est-ce que la césarienne, Binta, peut parer à toutes les... C'est-à-dire, est-ce que la césarienne peut être une alternative face à la fistule obstétricale? Qu'on a même rendu gratuit. La césarienne. La césarienne, elle est gratuite au Sénégal. C'est une alternative. Parce que c'est une alternative. Ça permet aux femmes qui doivent bénéficier d'une césarienne qu'on n'attende pas des ressources financières pour le faire. Que ce droit de la femme-là d'accoucher dans d'excellentes conditions, de recouvrer sa santé et de donner naissance à un enfant bien portant, puisse être respecté. Tout à fait. Et cela, le gouvernement l'a bien compris en mettant à la disponibilité des structures sanitaires cette possibilité-là de césariser sans frais payés. Donc c'est le gouvernement qui paye les frais à la structure sanitaire pour que toute femme qui doit bénéficier d'une césarienne puisse en bénéficier gratuitement. Mais peut-être aussi, attention, et certainement ça, tu es mieux placé que moi pour le dire, c'est pas parce que non plus, voilà, on veut éviter ou on a peur d'une fistule obstétricale, donc comme suite d'un accouchement, qu'on va forcément donc aller vers la césarienne. C'est-à-dire que la césarienne aussi... Non, ce que l'on cherche, c'est que les femmes accouchent en bonne santé. Et moi là j'entends un homme qui me dit par voie normale, ça aussi, parce que les hommes aussi jouent un grand rôle et parfois aussi ils peuvent être des facteurs bloquants en disant oui voilà il faut que mon enfant sorte par voie normale. Aussi, les belles-mères qui se disent que toute femme est apte à accoucher normalement, par voie normale, par voie basse. Non, il y a des indications thérapeutiques, il y a des femmes pour qui peut être très grande mais qui ont un petit bassin. Donc la tête de l'enfant ne pourra pas passer. Et ça, pendant la consultation prénatale, la personne indiquée à faire la consultation prénatale, qui est un personnel qualifié, formé également pour que cela puisse avoir lieu. C'est pour ça qu'on a amené même la consultation prénatale recentrée, qu'on appelle les CPN recentrés, pour permettre à ce personnel de santé-là d'avoir toutes les habiletés de décider du sort d'un accouchement. Extrêmement important. C'est vrai que cette émission même ne pourra pas donc suffire pour parler de ce sujet extrêmement pointu et extrêmement vital. On l'a compris, c'est la vie. Le dernier extrait justement qui nous parle des différentes formes de fistules. Oui, je voulais terminer aussi par rapport aux facteurs favorisants. Il y a l'excision qui est un facteur favorisant des fistules. Oui, ça c'est avéré. Vous savez, il y a parfois des femmes qui sont excisées, mariées précoces, qui ont contracté un mariage précoce et qui sont dans des endroits où l'accès à la structure sanitaire n'est pas toujours aisé et qui attendent tout le temps pour aller à la structure sanitaire pour accoucher. Et quand ça arrive pour faire la césarienne, parfois il y a des oppositions. C'est des bombes à retardement. C'est pour dire que les femmes sont encore victimes de certaines choses qu'il va falloir relever. Et on passe par les émissions comme Kenkeliba pour sensibiliser, pour informer, mais aussi pour rappeler à l'ordre. Parce qu'il n'y a plus de raison qu'au XXIe siècle que des femmes accouchent et qu'en ressortent avec une fistule. Absolument, c'est injuste. Quand les parents amènent également les femmes pour l'accouchement, c'est quand l'enfant est né, la première chose, c'est quand est-ce qu'on peut rentrer. Alors qu'après l'accouchement, il y a un suivi nécessaire pour que la personne qui a effectué l'accouchement, qui a un infirmier diplômé d'État ou une sage-femme diplômée d'État ou un gynécologue, puisse décider de libérer la femme avec son enfant. Mais c'est toujours très pressé qu'on veut repartir, peut-être certainement parce qu'à la maison on n'a pas laissé beaucoup de gens. Mais quand on amène une femme accoucher, il faut que la personne qui amène la femme accoucher ait le temps de rester avec la femme pour que quand il y a décision de faire rester la femme à la structure sanitaire, pour un suivi de son bébé ou d'elle-même, que cela puisse se faire. Important. Allez, on va y revenir certainement dans le cadre d'une autre émission. Oui, on va faire une autre émission sur les fistules. Absolument, on ne peut pas terminer les fistules pour cette fois-ci. C'est vrai qu'on a pris le prétexte du 23 mai, qui est la journée de lutte, de l'élimination des fistules. Et l'hôpital général de Grand Yoff offre également ses services de réparation des fistules. Et ça, le ministère de la Santé et de l'Action sociale le fait dans des endroits les plus reculés. C'est-à-dire aujourd'hui, au Sénégal, dans tous les hôpitaux régionaux, on fait la réparation de la fistule et gratuitement. Ah, ça c'est important, la gratuité. On écoute maintenant le docteur Issa Labou. Qui revient sur les différents types de fistules qui existent. Il y a plusieurs formes de fistules.
Donc, pour les fistules obstétricales, on a les fistules vésico-vaginales, une communication anormale qui est acquise en général au décours des accouchements un peu difficiles et qui sont prolongés, qu'on appelle donc les accouchements dystociques. Donc, c'est une communication anormale entre la vessie et le vagin de la femme, qui fait que donc les urines sortent par le vagin d'une manière incontrôlée et involontaire. On peut aussi avoir une fistule entre la vessie et l'utérus de la femme, qui fait que donc les règles de la femme peuvent passer dans la vessie, comme les urines aussi peuvent passer dans l'utérus et sortir par le vagin, donnant donc ce qu'on appelle les fistules utérovaginales. On a encore d'autres types de fistules qu'on appelle les fistules urétérovaginales. L'urétère étant donc le canal qui conduit les urines entre le rein et la vessie pour l'accumulation des urines dans la vessie. Ce canal aussi peut faire l'objet d'une fistule entre donc cet urétère et le vagin, qui fait qu'effectivement aussi les urines vont sortir d'une manière incontrôlée et involontaire par les voies génitales de la femme. Fistule urodigestive, donc entre le vagin et le rectum, qui fait que les matières fécales de la femme vont passer par le vagin. Donc voilà les différentes formes de fistules qui sont des fistules obstétricales. Voilà, donc docteur Issa Labou qui revenait sur les différentes formes de fistules. Et évidemment, donc chaque fistule avec la manière de la traiter finalement. Oui, de la réparer. De la réparer. C'est une réparation parce que c'est une intervention chirurgicale. Oui. Au premier extrait, le docteur Madina Ndoye disait qu'il n'y a pas d'autre alternative pour réparer une fistule que la chirurgie. Ah oui. Il faut entrer au bloc opératoire. Oh là là, donc réparer parce que c'est un trou qui est arrivé là où il ne devait pas. C'est une fissure qui est passée là où elle ne devait pas passer. Ouais. Donc, il faudra réparer, recoudre. S'il y a milieu même de faire des implants, on les fait. C'est pour dire, on voudrait que les femmes n'attendent pas. Une fistule, plus tôt on prend en charge cette fistule-là, plus on aura des chances de récupérer la femme. Et puis, après une fistule, on peut faire encore des enfants. Une grossesse, d'accord. On peut faire une grossesse, faire encore des enfants. Mais après, évidemment, prendre le temps de se reposer et puis psychologiquement aussi de rebondir. Parce on redonne à la femme sa dignité. Ça va être le dernier mot. J'aime bien ce mot, dignité. Voilà ce que demandent les femmes et aussi bien surtout celles qui allaitent, celles qui ont des enfants. C'est extrêmement important qu'elles recouvrent leur dignité. Merci beaucoup Binta pour cette page santé qu'on va suivre aussi évidemment la semaine prochaine aussi. On revient. Oui, on reviendra et puis on invite les gens à venir à la journée de célébration le 23. Le 23. Ce sera à l'hôpital de Grand Yoff. Oh, d'accord. Déjà aujourd'hui, il y a des informations, une sensibilisation qui est faite au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff. Et puis on opère les 17, 18 et 19 les femmes fistuleuses au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff. Évidemment, c'est gratuit. On va rendre hommage également aux sages-femmes diplômées d'État, aux sages-femmes, à tous les prestataires du Sénégal, parce que le suivi de la grossesse aussi, c'est eux qui le font et qui le font bien. Et on va demander également aux populations de respecter tout ce qui a été donné comme conseil et consigne par le prestataire de santé pour que l'on sauve plus de femmes et qu'on n'en ait plus de fistules au Sénégal, et c'est possible. Merci beaucoup Binta pour ce témoignage et cette chronique. 7h09, on passe tout de suite à la chronique invitée. L'invité ce matin est M. Bokarka. Il est le chef de l'unité opérationnelle du recensement général des entreprises au sein de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Aline Badara, c'est à toi. Et de la démographie parce que en tout cas c'est une opération très importante pour un pays qui veut maîtriser son économie, d'autant plus qu'on est carrément dans la mise en phase, en tout cas, du plan Sénégal émergent. Et l'industrialisation, en tout cas, occupe une place de choix dans ce grand programme. Alors, vous voulez en fait donc recenser les entreprises de la place, toutes les entreprises qui sont là au Sénégal. Sur le plan économique, quelle serait l'importance en tout cas d'une telle activité? Merci, M. Khan. Sur le plan économique déjà, il y a d'énormes perspectives qui peuvent se profiler. Imaginez-vous, au seul instant, par exemple, si on arrivait à donner le nombre d'ateliers de couture, par exemple, si c'est un nombre important, par exemple,
et que ce que ça demande comme industrie en termes de textile, en termes de machines, d'outils, si on a un nombre élevé, ça pourrait amener une industrie, une société de fabrication, de montage ou bien de fabrication de machines à venir s'implanter au Sénégal et à créer quand même des emplois, puisque je pense que dans tous les coins de Dakar ou même du Sénégal, partout on trouve des tailleurs avec qui importent des machines, pratiquement tout est importé, que ce soit l'habillement et tout. Donc si vraiment le potentiel est avéré, parce qu'à part jusqu'à présent, on ne peut pas dire exactement il y a combien d'ateliers par exemple de tailleurs qui existent au Sénégal. Okay. C'est juste en fait un aspect, les perspectives que ça pourrait en fait ouvrir au Sénégal. L'autre aspect, c'est qu'en fait, si on mesure un peu la richesse créée en fait par les entreprises au Sénégal, en fait, je pense que le potentiel pourrait amener les investisseurs à venir. Parce que actuellement, si notre économie est sous-estimée, ils vont dire que le marché n'est pas très grand, n'est pas très important. Mais si on se dit que notre économie pèse, ça pourrait amener les investisseurs quand même à venir saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Ça, c'est un aspect. Maintenant, sur le plan même des indicateurs, vous voyez que le Sénégal en général est classé, on peut dire que parfois parmi les pays qui sont pauvres. Ça, ce qui l'explique parfois, c'est l'évaluation du PIB, le produit intérieur brut. Okay. Si on se rend compte que notre PIB est sous-évalué, ça va impacter sur notre classement en négatif. Okay. Et si on réévalue un peu notre économie en fonction même de l'évaluation exacte, puisque actuellement on ne connaît pas en fait le nombre d'entreprises et la richesse créée par chacune en fait de ces entreprises-là, si on évalue de façon exacte, ça pourrait amener à rehausser et à reclasser de façon positive en fait notre économie sur le plan de l'échiquier mondial. Ok, mais Michel Ka, est-ce qu'on n'aurait pas dû, en tout cas, cette opération ne devrait pas plutôt précéder, en tout cas la mise en pratique, en tout cas du plan Sénégal émergent, quand on sait qu'on accorde une place de choix à l'industrie. Or, à l'heure actuelle, on ne maîtrise pas le tissu industriel du Sénégal. On ne sait pas combien d'entreprises existent dans le pays. Est-ce qu'on ne devrait pas, on n'a pas un peu mis la charrue avant les bœufs? Bon, les décisions politiques n'attendent pas. C'est-à-dire que bon, si le président vient, il a besoin quand même d'un document de planification. Okay. Mais en général, le document de planification a besoin des statistiques, une vision très claire en fait, des indicateurs pour pouvoir dérouler. Mais de toute façon, actuellement, la base même du recensement général des entreprises, en fait, on demande des données qui correspondent à la situation de référence du PSE. Ça permet toujours un peu, ces données permettent toujours un peu, parce qu'on peut se rendre compte que sur certains aspects, parce qu'il y avait des données quand même qui étaient là, et qui ont permis d'élaborer un peu le PSE. Maintenant, le but c'est un peu d'affiner ces données, d'avoir une meilleure lisibilité. Okay. Ça permettra en fait de mieux, s'il y a des ajustements à faire, un peu de le faire. Mais je pense que bon, ça ne met en rien en cause en fait la pertinence du PSE, mais les données permettent un peu de recalibrer un peu en fait certains aspects qu'on n'avait pas suffisamment pris en compte, mais aussi ça permet de mieux évaluer un peu, de mieux suivre un peu le PSE, parce qu'on est dans la phase de mise en œuvre, mais aussi dans la phase de suivi. Okay. Les données économiques permettent un peu de mieux suivre les résultats qui sont en train peut-être d'être obtenus par le plan Sénégal émergent, et ça va servir aussi à l'évaluation même du PSE, puisque la situation de référence actuellement du PSE, si on fait le recensement général des entreprises avec les données de base qui correspondent un peu à la première année de mise en œuvre du PSE, c'est-à-dire 2014, peut-être d'ici quelques mois, on passera à un peu
la revue du PSE. Ces données permettront un peu de voir les résultats qui ont été engagés durant ces premières années de mise en œuvre aussi du PSE. Donc le fait de ne pas avoir fait ce recensement-là, en tout cas des entreprises, ne pourrait pas avoir d'incidence en tout cas majeure sur le plan Sénégal émergent? Non, pas tout à fait en fait. Ok. Alors on sait que culturellement on a du mal au Sénégal à déclarer nos avoirs. Ouais. La preuve avec le recensement général en tout cas de la population, certains pères de famille en tout cas rechignent à déclarer le nombre exact de leurs enfants. À plus forte raison aussi certains chefs d'entreprise. Il y a des entreprises qui ne sont pas déclarées. Par rapport à ce cas de figure, est-ce que vous disposez de moyens coercitifs pour inciter ces chefs d'entreprise-là, tapis dans l'ombre, à déclarer leur structure? Oui. Là, il y a la loi qui a été votée en 2004 et qui a été actualisée en 2012, qui oblige toute personne, physique ou morale, à répondre au questionnaire de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Okay. Que ça soit la personne physique, c'est-à-dire le ménage ou bien l'individu, ou bien l'entreprise, la loi les oblige à répondre au questionnaire de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Mais jusqu'à présent, nous, on est dans la phase de sensibilisation, de communication. Je pense que c'est ça que le directeur général met en avant par rapport à la... Un an, vous nous disiez, depuis 2015, c'est ça? Oui, depuis 2015, en fait, parce que ça a commencé par une phase cartographie. La cartographie, déjà, c'est un peu avec le géoréférencement des unités économiques. On a parcouru l'ensemble du territoire économique. Et dans chaque localité, on a pris les points GPS des unités économiques. Actuellement, on a la cartographie un peu de l'ensemble en fait, des entreprises, des unités économiques du Sénégal. Maintenant, on est dans la phase peut-être d'affinement. On a envoyé des enquêteurs de gens de collecte qui vont dans les entreprises pour collecter des informations complémentaires. Parce que dans la première phase, on a eu les coordonnées géographiques et on a eu un peu une idée sur les activités menées. Mais justement, quel est le profil de ces entreprises, M. K? On a actuellement géoréférencié plus de 350 000 unités économiques. Ah, quand même, oui. Oui. Celles qui sont déclarées? Non, en fait, nous, on recense tout. Mais vous faites comment, justement? La question d'Aïn Badara aussi, c'est ça. En fait, vous faites comment pour recenser, par exemple, Aïn Badara Khan qui a une entreprise, bon, qui est journaliste officiellement à la RTS, mais qui a une entreprise. Comment vous faites pour découvrir qu'il a une entreprise? Mais son entreprise est implantée quelque part. Il a quelque part. Oui, ça peut juste exister sur un papier, par exemple. Oui, en fait, on a différentes sources, en fait, d'identification des entreprises. Dans un premier temps, en fait, le territoire est découpé en ce qu'on appelle zone de recensement. C'est-à-dire que dans chaque quartier de Dakar, on a découpé le territoire en zone de recensement. Les enquêteurs sont envoyés dans ces zones. Et ils parcourent un peu ménage par ménage pour recenser, pour prendre les unités économiques qui sont implantées. Ça, c'est un premier niveau. Un deuxième niveau, en fait, d'identification de certaines unités, par exemple, mais qui ne sont pas identifiables physiquement. Le pêcheur, lui, il a sa pirogue, mais tu ne peux pas le trouver. Si tu n'as pas en fait des documents administratifs, peut-être tu ne peux pas le localiser. Lui, il est plutôt à la mer. Par exemple, pour ces genres d'activités, ils sont immatriculés au niveau de certaines structures administratives comme le ministère de la pêche maritime. On a en fait les fichiers de données pour ces unités économiques. Et pour d'autres, par exemple pour le transport, là il y a des... Ça aussi c'est un secteur... Oui, c'est un secteur important, mais il y a des unités qu'on ne peut pas en fait saisir parce qu'ils ne sont pas identifiables. Oui, ils sont un peu mobiles. Mais là, en général, ils sont quand même immatriculés quelque part au niveau de certaines entités administratives, n'est-ce pas? Mais l'essentiel, c'est que toute unité, au moins, est un peu localisée de façon exacte. C'est-à-dire que si on interroge la carte du Sénégal, on trouve un peu la répartition, les dispositions
des unités économiques à priori. D'accord. Alors, et ces entreprises-là, Oui, qu'est-ce qu'elles gagnent? En fait, elles gagnent quoi dans cette opération? Est-ce que, par exemple, une entreprise en difficulté a intérêt à se faire recenser, par exemple? Est-ce que cela, c'est une dimension dans votre travail? Oui, parce que dans nos